L'air qui les accueillit sur le tarmac de la base aérienne d'Andrews fut un choc physique. Il était vif, frais, et portait l'odeur âpre et terreuse des feuilles d'automne humides, à des lieues de l'humidité épaisse et poisseuse de la Nouvelle-Orléans qui s'était accrochée à leur peau et à leurs poumons pendant des semaines. Le son aussi était différent. Pas le hurlement lointain des sirènes, ou le grincement lugubre d'une ville brisée, mais le rugissement net et puissant d'un moteur à réaction et le murmure discret et respectueux du personnel au sol. Il s'était échappé. Mais alors que les pieds d'Éléonore touchaient le sol solide et stable du Maryland, elle sut que ce sentiment de sécurité n'était qu'une illusion. La véritable tempête les attendait juste derrière le portail de sécurité. Une unique berline noire, élégante et anonyme, attendait au bord de la piste. Appuyée contre elle, une silhouette solitaire se tenait les bras croisés, statue de vigilance impatiente. Même de loin, Éléonore reconnut cette posture fière et inflexible. Le sénateur Michel Dubois, son père. En se rapprochant, elle vit que les semaines d'incertitude l'avaient marqué. Il paraissait plus vieux, plus mince. Les rides autour de ses yeux, habituellement des plissés d'humour et d'intelligence vive, étaient maintenant de profonds sillons de fatigue, creusés par les nuits blanches et une peur rongeante. Ses yeux la trouvèrent en premier. L'espace d'un instant, tout le pouvoir, toute l'autorité politique disparurent. Il n'était plus qu'un père. « Léo », souffla-t-il, la voix rauque d'émotion alors qu'il comblait la distance entre eux et la tirait dans une étreinte féroce à lui briser les os. Il la serra longuement, une main enfouie dans ses cheveux, comme pour s'assurer physiquement qu'elle était réelle, qu'elle était saine et sauve. « Dieu merci », murmura-t-il contre sa tempe. « Dieu merci, tu es en sécurité. » Par-dessus l'épaule de son père, Éléonore vit Alexandre. Il se tenait à quelques pas, le visage un masque de pierre indéchiffrable, les mains jointes dans le dos. Il n'avait pas bougé pour saluer son plus vieil ami. Il attendait, tel un soldat au garde-à-vous, préparé au jugement. Son père la relâcha enfin, tout en gardant fermement ses mains sur ses épaules, son regard scrutant son visage, ses yeux, son âme même, en quête de la moindre blessure. Puis, ses yeux se levèrent et croisèrent ceux d'Alexandre. La chaleur de son expression s'évanouit, remplacée par un mélange complexe de gratitude, de confusion et d'une colère profonde et contenue. Il tendit une main. C'était une formalité, pas une invitation. « Alexandre », dit le sénateur, sa voix maintenant tendue, contrôlée, « merci d'avoir ramené ma fille à la maison. »« Michel », répondit Alexandre, sa propre voix un baryton grave et égal. Il prit la main tendue, la poignée ferme, brève. Une transaction. C'était mon devoir. Le trajet jusqu'à Washington, D.C. fut une leçon de maître en tension tacite. Éléonore était assise à l'arrière avec Alexandre, son père au volant, le silence dans la voiture, une couverture lourde et suffocante. Les monuments familiers de la capitale défilaient derrière les vitres teintées. Le dôme blanc et scintillant du Capitole, l'obélisque austère du Washington Monument. Mais il semblait étranger, des scènes d'une vie qui ne lui appartenait plus. La main d'Alexandre trouva la sienne sur le siège en cuir entre eux. Sa prise était ferme, une pression silencieuse et rassurante. Elle entrelaça ses doigts aux siens, un petit acte de solidarité et de défi. Dans le rétroviseur, elle vit les yeux de son père se baisser sur leurs mains jointes et sa propre prise sur le volant se resserrer, ses jointures blanchissant. Il ne parla pas jusqu'à ce qu'il s'engage dans la rue calme et bordée d'arbres de sa maison de Georgetown, la maison où Éléonore avait grandi. Après avoir coupé le moteur, il se tourna sur son siège, son regard trouvant Alexandre à l'arrière. « Je crois que vous et moi devons avoir une conversation, » dit-il, sa voix dangereusement douce. « Dans mon bureau, seul. » La main d'Alexandre serra la sienne une dernière fois avant de la lâcher. « Bien sûr, » dit-il. Il regarda Éléonore, et l'espace d'un instant fugace, elle vit une lueur de l'homme de leur suite, la vulnérabilité, la peur. Puis, elle disparut, remplacée par une détermination d'acier. Il était prêt. Elle les regarda disparaître dans la maison, dans l'antre du lion qu'était le bureau de son père, une pièce d'acajou sombre, à l'odeur de cuir ancien et de décennies de batailles politiques gagnées et perdues. Elle resta seule dans le grand hall d'entrée, le silence de la maison pesant sur elle, se sentant de nouveau l'adolescente terrifiée qu'elle avait été, attendant que les adultes décident de son sort. Elle s'affaissa sur la première marche du grand escalier, ses propres mains maintenant tremblantes,
alors qu'elle les enroulait autour de son ventre, un geste protecteur et instinctif. Dans le bureau, Michel Dubois n'offrit pas de siège à son ami. Il se dirigea vers le bar et versa 2 doigts de scotch dans un unique et lourd verre en cristal. Il but une longue et lente gorgée avant de reposer le verre avec un clic définitif. « Tu vas m'expliquer, » commença-t-il, sa voix une fureur basse et contrôlée. « Comment ma fille a quitté DC en tant que jeune médecin célibataire et idéaliste et est revenue en tant que ta femme, enceinte. » Alexandre se tenait au centre de la pièce, imperturbable. Chaque pas qu'il avait fait de la voiture à cet endroit lui avait semblé une marche vers un peloton d'exécution. Il avait répété cette scène 100 fois dans son esprit, mais maintenant, face à la trahison brute et douloureuse dans les yeux de son meilleur ami, toutes les explications soigneusement construites semblaient des mensonges creux. Seule la vérité pouvait servir. « Le mariage était une nécessité, » déclara-t-il, sa voix calme, égale. C'était le seul moyen de la faire sortir de la ville avec une immunité garantie. Elle n'avait plus ses papiers, Michel. Tu connais les protocoles. Elle aurait été envoyée au superdome. Il laissa cette image terrifiante planer dans l'air entre eux. Le visage du sénateur se crispa. Il savait. « Le mariage, je peux le comprendre, » concéda-t-il, la voix tendue. C'était une solution logique, bien qu'extrême. C'est le genre de calcul impitoyable que j'aurais attendu de toi. Il marqua une pause, ses yeux se rétrécissant en fente dangereuse. La grossesse, cependant, est une toute autre affaire. Le silence qui suivit était lourd, chargé. Alexandre pouvait sentir son propre cœur martelé contre ses côtes, un battement de tambour traître dans la pièce silencieuse. Il ne chercherait pas d'excuses. Il ne diminuerait pas ce qui s'était passé entre eux. « Je suis tombé amoureux d'elle, » dit-il. Les mots étaient simples, sans fioriture, et portaient le poids indéniable de la vérité. Et j'ai échoué à maintenir la distance que mon honneur et notre amitié exigeaient. Michel laissa échapper un rire âpre, incrédule. « L'amour, tu appelles ça de l'amour? Elle a 24 ans, Alexandre. Une enfant. Tu la connais depuis qu'elle est en couche-culotte. Tu as mon âge. Tu as profité d'une jeune fille terrifiée et vulnérable qui comptait sur toi pour la protéger. »« Elle n'est pas une enfant, » contraposa Alexandre, sa propre voix se durcissant, un feu protecteur s'allumant dans sa poitrine. C'est une femme forte, intelligente et farouchement courageuse. Et ce qui s'est passé entre nous n'était pas un cas de profit. C'était inévitable. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Il fit un pas en avant, comblant la distance, refusant d'être intimidé. Je l'aime, Michel. D'une manière dont je ne me savais même pas capable. Et cet enfant n'est pas une erreur, c'est la conséquence de cet amour. Le sénateur le dévisagea. Son visage un masque d'émotions contradictoires, rage, trahison, et une blessure profonde et douloureuse. Il semblait chercher un mensonge sur le visage d'Alexandre, un soupçon de tromperie, le stratège froid qu'il connaissait si bien. Mais tout ce qu'il trouva fut une sincérité brute, sans protection. « Réelle ?» demanda finalement Michel, sa voix se brisant légèrement. « Est-ce qu'elle t'aime, ou est-elle simplement reconnaissante envers l'homme puissant qui lui a sauvé la vie ?» La question était un couteau, visant le cœur de la plus profonde insécurité d'Alexandre. Il pensa à la défense acharnée d'Éléonore, à son plaidoyer pour qu'il commence à se battre pour eux, à la sensation de sa main dans la sienne dans la voiture. « Tu devras le lui demander toi-même, » dit-il doucement. « Mais j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à prouver que je suis digne de ce qu'elle ressent pour moi. » Il maintint sa position, les épaules droites, un homme acceptant son destin. « Je ne te demande pas ton pardon, Michel. Je sais que je ne le mérite pas. Je te dis simplement la vérité. Elle est ma femme, c'est mon enfant, et je les protégerai tous les deux de ma vie, avec ou sans ta bénédiction. » La déclaration si absolue et définitive resta en suspens. Michel Dubois fixa son plus vieil ami pendant un long moment silencieux. Il retourna au bar, prit son verre et le vida d'un trait. Il reposa le verre et enfin, regarda Alexandre avec des yeux qui n'étaient au plus en colère, mais remplis d'une profonde et lasse tristesse. « Tu l'aimais depuis cette première nuit, n'est-ce pas ?» dit-il, la question douce, empreinte d'une terrible compréhension naissante. « Quand tu m'as appelé, après l'avoir trouvé, ta voix était différente. » Alexandre ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le sénateur laissa échapper un long et lourd soupir, le combat s'évanouissant en lui. « Si tu la blesses, Alexandre, » dit-il, sa voix une promesse basse et dangereuse, « si jamais tu lui fais regretter ça,
Notre amitié, des décennies d'amitié, ne signifiera plus rien. Tu m'auras comme ennemi jusqu'au jour de ta mort. » Il se dirigea vers le bureau et tendit la main. « Bienvenue dans la famille, espèce de salaud. » Alexandre prit la main de son ami. La poignée ferme, scellant un pacte nouveau, fragile et infiniment plus compliqué. La première bataille était terminée. Mais alors qu'ils sortirent du bureau pour faire face à Éléonore, il sut que la guerre pour leur avenir ne faisait que commencer. Le silence qui accueillit Alexandre et Michel à leur sortie du bureau était une chose fragile, cristalline, prête à se briser au moindre son. Éléonore était assise sur la première marche du grand escalier incurvé, sa posture un portrait de calme forcé. Un magazine était ouvert sur ses genoux, mais il était clair qu'elle n'en avait pas lu un mot. Sa tête se releva brusquement dès que la porte du bureau s'ouvrit. Ses yeux, grands et interrogateurs, passant d'un homme à l'autre, essayant de lire le verdict sur leurs expressions. Son père avait l'air épuisé, comme s'il avait vieilli de 10 ans de plus au cours de la dernière heure. La colère l'avait quitté, laissant derrière elle une profonde et lasse tristesse. Le visage d'Alexandre était tout aussi sombre, mais ses épaules étaient campées avec une nouvelle résolution inébranlable. Il avait fait face à son jugement et avait survécu. Michel Dubois fut le premier à parler. Il s'approcha de sa fille et lui tendit la main pour l'aider à se lever. Son contact était doux, paternel. « Ton mari, » dit-il, le mot sonnant étranger et lourd sur sa langue, « a accepté de rester avec nous pour le moment, jusqu'à ce que vous décidiez tous les deux de vos prochaines étapes. » Il regarda d'Éléonore à Alexandre, un avertissement clair et tacite dans ses yeux. « Tu prendras ton ancienne chambre, Léo, il y a beaucoup de place. » Le cœur d'Éléonore se serra. Chambre séparée. La trêve était conditionnelle. Son père acceptait la réalité de la situation, mais il n'était pas encore prêt à l'approuver. Il traçait une nouvelle frontière, une ligne dans le sable au sein de sa propre maison. Elle sentit une vague de défi monter en elle, un besoin de se tenir aux côtés de l'homme qui venait de livrer une bataille pour elle. Avant qu'elle ne puisse protester, Alexandre s'avança. Son regard croisa celui de Michel, respectueux mais ferme. « Merci, Michel. C'est très généreux, » dit-il, sa voix un baryton grave et égal. « Mais Éléonore est ma femme, et je serai avec ma femme. » La déclaration resta en suspens dans le grand hall, un défi calme mais absolu. C'était une déclaration d'intention, une revendication. La mâchoire de Michel se contracta, un muscle frémissant sur sa joue. Pendant un long moment tendu, les deux hommes restèrent enfermés dans une bataille de volonté silencieuse. Ce fut le sénateur qui céda le premier. Il laissa échapper une longue et lente respiration, un soupir de résignation. « Très bien, » lâcha-t-il, ce seul mot une concession et une reddition. « Faites comme vous voulez. » Il se retourna et s'éloigna, disparaissant dans les profondeurs vastes et silencieuses de la maison, les laissant seuls. Dès qu'il fut parti, la force sembla quitter Alexandre. Il ferma les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement alors qu'il appuyait une main contre le cadre de la porte. Le coup de la confrontation était gravé sur son visage. Éléonore fut à ses côtés en un instant, sa main se posant au creux de son dos. Elle pouvait sentir la tension enroulée dans ses muscles sous la fine laine de son costume. « Est-ce que ça va ?» murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux et la regarda. Le soulagement dans son regard était si profond qu'il en était presque douloureux à voir. « Ça ira », dit-il, la voix rauque. Il tendit la main et lui caressa la joue, son pouce effleurant sa peau dans un geste qui devenait heureusement familier. « Il nous a donné sa bénédiction », murmura-t-il, comme s'il ne pouvait pas encore tout à fait y croire. Une bénédiction très réticente, très conditionnelle. Mais c'est un début. « J'ai entendu, » dit-elle, se penchant contre son contact. « Et je t'ai entendu. Je serai avec ma femme. » Elle sourit, un vrai sourire sincère qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis leur atterrissage. J'ai aimé le son de cette phrase. « Habitue-toi, » dit-il, un faible sourire là touchant ses propres lèvres. Cette nuit-là, ils se retrouvèrent dans le territoire inconnu de la chambre d'enfance d'Éléonore. C'était une belle pièce ensoleillée, décorée dans des tons de crème et de bleu pâle, une capsule temporelle de la jeune fille qu'elle avait été. Sa collection de romans classiques garnissait les étagères, un chausson de ballet usé pendait à une poignée de porte, des photos d'elle avec des amis de lycée étaient épinglées sur un panneau de liège. C'était une pièce qui sentait le pot pourri à la lavande et les vieux souvenirs heureux. Et dans ce sanctuaire d'innocence, ils apportèrent leur amour compliqué, adulte
et profondément non conventionnel. L'étrangeté de la situation s'installa alors qu'ils se préparaient pour la nuit. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une grâce hésitante et prudente, deux étrangers essayant d'apprendre les pas d'une danse nouvelle et complexe. C'était différent de la suite stérile et impersonnelle de la Nouvelle-Orléans. C'était une bulle, un monde hors du temps. Ici, c'était réel. C'était son passé, et il était son avenir entrant en collision dans le présent. Éléonore se changea dans la salle de bain attenante, émergeant dans une simple chemise de nuit en coton. Il était déjà au lit, adossé aux oreillers, vêtu d'un t-shirt et d'un pantalon de jogging qu'il avait dû emprunter à son père. Il paraissait incroyablement grand et déplacé sur le fond de sa couette à imprimer florale. Il la regardait, son expression un mélange d'admiration et d'une profonde et troublante incertitude. Elle hésita près de la porte, une vague soudaine de timidité l'envahissant. « C'est étrange, » admit-elle, sa voix un petit murmure. « Étrange », acquiesça-t-il, sa propre voix un grondement grave dans la pièce silencieuse. Il tapota l'espace sur le matelas à côté de lui. « Viens ici. » Elle se dirigea vers le lit et se glissa sous les couvertures. La fraîcheur des draps vint un choc contre sa peau chaude. Elle s'allongea sur le dos, les mains jointes sur son ventre, fixant le baldaquin familier de son lit de jeune fille. Il était allongé à côté d'elle, tout aussi immobile. L'espace entre eux, pas plus de quelques centimètres, semblait un gouffre d'1 kilomètre de large, rempli de questions tacites et d'années d'histoire qui n'étaient pas les leurs. « Quand j'étais adolescente, » dit-elle doucement, brisant le silence, « je rêvais dans ce lit à l'homme que j'épouserais. » Elle tourna la tête sur l'oreiller pour le regarder. Il ne te ressemblait en rien. Un coin de sa bouche se releva en un sourire ironique et plein d'autodérision. « Je n'en doute pas. Il était probablement plus jeune, pour commencer, et n'avait pas une amitié de plusieurs décennies avec ton père. C'était un musicien, avoua-t-elle, une légère rougeur montant à ses joues, ou un poète, quelqu'un qui ressentait les choses profondément. » Le sourire s'effaça de ses lèvres. Il se tourna sur le côté pour lui faire face, son regard intense, scrutateur. « Et tu ne penses pas que je ressens les choses profondément, Léo ?» demanda-t-il, sa voix basse et sérieuse. La question resta en suspens entre eux, un moment de vulnérabilité profonde et terrifiante. Elle vit dans ses yeux non pas l'homme froid et contrôlé que le monde connaissait, mais celui qu'elle commençait à découvrir. L'homme qui avait tremblé dans le noir, l'homme qui avait avoué ses peurs, l'homme qui venait de tenir tête à son meilleur ami pour elle. « Je commence à penser, » murmura-t-elle, son cœur endolori par une vague soudaine et écrasante d'amour pour cet homme compliqué, brisé et magnifique, que tu ressens peut-être les choses plus profondément que quiconque que j'ai jamais connu. Il tendit la main alors, sa main venant se poser doucement sur son ventre, à l'endroit où leur enfant grandissait. Son contact était chaud, possessif, une revendication silencieuse. « Bien », murmura-t-il, son pouce dessinant un cercle lent et apaisant contre le fin coton de sa chemise de nuit. « Parce que ce que je ressens pour toi, c'est tout. » Il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion désespérée comme celui de la Nouvelle-Orléans. C'était tout autre chose. C'était lent, tendre et profondément respectueux. C'était un baiser de retour au foyer, une promesse silencieuse faite au cœur de son passé. C'était un saut sur leur nouveau départ. Alors qu'elle lui rendait son baiser, des larmes qu'elle ne savait pas qu'elle retenait glissèrent de ses yeux et tracèrent un chemin sur ses tempes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de peur, c'étaient des larmes de soulagement. La tempête était passée, ils étaient à la maison. Mais elle savait, avec une certitude qui s'installa au plus profond de ses os, que construire une vie à partir des décombres serait la partie la plus difficile de toutes. Les jours qui suivirent s'installèrent dans un rythme étrange, suspendu, une vie vécue dans les espaces calmes et vigilants de la maison de son père à Georgetown. C'était une vie de trêve polie et fragile. Michel Dubois était un fantôme dans sa propre maison, partant pour le Capitole avant leur réveil et revenant longtemps après qu'il se soit retiré dans le sanctuaire de la chambre d'Éléonore. Mais sa présence était un poids constant, presque physique dans l'air. Éléonore le voyait dans la façon dont les yeux de la gouvernante passaient d'elle à Alexandre, dans le ton excessivement formel que son père utilisait lors des rares occasions où ils se croisaient dans un couloir. Il avait donné sa bénédiction, mais il n'avait pas encore donné son approbation. Il observait, attendait. Pour Éléonore, c'était comme vivre dans deux mondes à la fois. Pendant la journée,
elle et Alexandre naviguaient dans les pièces ensoleillées et chargées de souvenirs de la maison de son enfance, leurs pas résonnant sur les parquets polis. Ils existaient dans une bulle calme et intime qu'il s'était créée. Il installait un ordinateur portable dans le coin repas ensoleillé, menant ses affaires gouvernementales à haut risque d'une voix basse et mesurée sur des lignes cryptées. Elle s'asseyait en face de lui, lisant ostensiblement un journal médical, mais surtout le regardant. Elle apprit les petits langages secrets de son corps, la façon dont il se frottait l'arête du nez entre le pouce et l'index lorsqu'une négociation devenait difficile, le resserrement presque imperceptible de sa mâchoire lorsqu'il était mécontent. Les rares moments sans garde où il levait les yeux la surprenaient en train de le regarder et le coin de sa bouche se relevait en un petit sourire secret qui n'était destiné qu'à elle. Durant ces heures calmes, ils commencèrent à construire une vie. Pas l'attachement frénétique et désespéré de la Nouvelle-Orléans, mais quelque chose de plus lent, de plus délibéré. Il se promenait dans l'air vif de l'automne, dans les rues pavées de Georgetown, sa main une présence chaude et constante dans la sienne. Il s'arrêtait pour lui acheter un cidre chaud chez un vendeur ambulant, son regard doux alors qu'il la regardait le siroter. Ils parlèrent pendant des heures, non pas du passé ou de l'avenir incertain, mais de petites choses simples, de livres, de musique, du ridicule de la politique de Washington. Elle découvrit qu'il avait un sens de l'humour sec et mordant qu'il cachait au monde. Il découvrit qu'elle était une adversaire redoutable dans un débat sur la politique étrangère. Ils n'étaient plus seulement un homme et une femme réunis par une catastrophe, ils devenaient des amis. Mais quand le soleil se couchait et que la lourde porte d'entrée en chêne s'ouvrait et se fermait, signalant le retour de son père, l'atmosphère changeait. La bulle éclatait. Le silence qui s'abattait sur la maison pendant le dîner était d'une autre nature que celui qu'ils avaient partagé dans leur suite. Ce n'était pas un espace de tension ou de désir inexprimé, mais un gouffre d'histoire non résolue. Tous les trois s'asseyaient à la longue table de la salle à manger formelle, le cliquetis des couverts contre la porcelaine étant le seul son. Michel interrogeait Éléonore sur ses rendez-vous chez le médecin, ses questions cliniques et détachées. Il interrogeait Alexandre sur l'actualité politique du jour, leur conversation une danse soigneusement chorégraphiée de deux hommes puissants qui savaient parler sans rien dire. Il ne posait jamais de questions sur eux. Il n'a jamais reconnu la vie qui grandissait en elle, au-delà des nécessités médicales. Il ne les a jamais regardés comme un couple. Un soir, la paix fragile vola en éclats. Il dînait lorsque Michel, après un long silence significatif, regarda directement Alexandre. « J'ai croisé un de tes vieux amis aujourd'hui, » dit-il, son ton désinvolte, mais ses yeux vifs comme du verre. « L'ambassadeur Thompson, il a demandé comment tu profitais de ton congé sabbatique. » La fourchette d'Alexandre s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. « J'ai été mis en congé administratif, en attendant un débriefing de l'opération de la Nouvelle-Orléans, » dit-il, sa voix un baryton calme et égal. « Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça ?» insista Michel, prenant une lente gorgée de son vin. « Parce que les rumeurs au Capitole disent autre chose. Elles disent que tu as agi hors des sentiers battus, que tu as enfreint le protocole pour extraire une civile. Elles disent que tu fais face à une enquête officielle, que ta carrière pourrait être terminée. » La tête d'Éléonore se releva brusquement. Elle passa du regard froid et provocateur de son père au visage impassible d'Alexandre. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle n'avait même jamais envisagé le coût professionnel de ses actions. Dans le chaos de la survie, elle n'avait vu que l'homme, pas la carrière qu'il risquait. Alexandre posa soigneusement sa fourchette et son couteau sur son assiette. Il soutint le regard de son ami sans ciller. « Alors les rumeurs sont, pour une fois, probablement exactes, » dit-il, sa voix ne trahissant aucune émotion. « Tu as jeté 30 ans de service par la fenêtre, » affirma Michel, les mots n'étant pas une question mais une accusation. « Pourquoi ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Éléonore trouva sa propre voix. « Pour moi, dit-elle, les mots résonnant dans la salle à manger silencieuse. Il l'a fait pour moi, papa. » Le regard de Michel se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit non seulement de la tristesse, mais une colère profonde et brûlante. « Je lui ai demandé de te protéger, Éléonore, pas de sacrifier toute sa vie pour toi. »« Ce n'était pas un sacrifice, » dit doucement Alexandre, sa voix coupant court à la tension. Il tendit la main sous la table et trouva la sienne, ses doigts s'entrelaçant dans les siens dans une prise ferme et rassurante. Il ne regardait plus Michel. Il la regardait, elle, et ses yeux étaient remplis d'une sincérité brute et sans fard qui lui fit mal au cœur.
C'était un choix, et c'était le meilleur que j'ai jamais fait. Il tourna son regard vers son ami. Une carrière est une chose fragile, Michel. Elle peut être reconstruite, ou pas. Il serra sa main. Ce que j'ai trouvé à la Nouvelle-Orléans est irremplaçable. L'aveu si simple, si absolu, resta en suspens. Michel Dubois fixa leurs mains jointes sur la table, puis l'expression sur le visage de sa fille, une expression d'amour pur et sans mélange. Il regarda son plus vieil ami, un homme qu'il connaissait depuis toujours, et vit non pas un stratège ou un politicien, mais un homme qui avait sacrifié son monde entier pour la femme à ses côtés. Il repoussa sa chaise de la table, le bruit du bois raclant contre le sol, un son dur et grinçant. Il jeta sa serviette. « J'ai perdu l'appétit, dit-il, sa voix épaisse d'une émotion qu'elle ne put déchiffrer. Il se leva et quitta la pièce sans un autre mot. Éléonore et Alexandre restèrent assis dans le silence résonnant. Les restes de leur dîner refroidissaient dans les assiettes. Elle le regarda, les yeux écarquillés par une compréhension naissante de la véritable ampleur de ce qu'il avait fait pour elle. « Ta carrière », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « N'est qu'un travail », termina-t-il pour elle, levant sa main à ses lèvres et déposant un baiser doux et prolongé sur ses jointures. « Toi », murmura-t-il contre sa peau, ses yeux la fixant, « tu es ma vie. » À cet instant, elle sut que la trêve fragile était terminée. La bataille pour l'acceptation de son père venait d'entrer dans une phase nouvelle et plus dangereuse. Et elle sut aussi, avec une certitude qui s'installa au plus profond de son âme, que c'était une bataille qu'ils mèneraient et gagneraient ensemble. La vie entre les murs de pierre de la maison de Georgetown était un écosystème fragile, mais le monde extérieur était une jungle, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent y entrer. La première incursion se présenta sous la forme d'une invitation, livrée sur un carton épais de couleur crème, son écriture élégante ressemblant plus à une convocation qu'à une demande. C'était pour un gala de charité, organisé par l'épouse du secrétaire d'État, un événement obligatoire pour quiconque comptait à Washington, D.C. « Nous ne sommes pas obligés d'y aller », dit Éléonore, retournant le lourd carton dans ses mains. La pensée de mettre un pied dans ces eaux scintillantes et infestées de requins faisait remuer les nausées matinales familières dans son estomac. Elle pouvait déjà sentir le poids des regards, entendre les chuchotements derrière des mains en coupe. Alexandre s'approcha derrière elle, ses bras encerclant sa taille alors qu'il posait son menton sur son épaule. Il se tenait devant le long miroir de sa chambre et, dans le reflet, elle vit la détermination ferme de sa mâchoire. « Si, dit-il, sa voix un grondement grave contre son oreille, nous y allons. » Elle croisa son regard dans le miroir. « Ils vont parler, Alexandre, tu le sais. »« Laisse-les parler, » dit-il, sa prise se resserrant presque imperceptiblement autour d'elle. « Tu es Éléonore Dubois, ma femme. Garde la tête haute et laisse-les s'étouffer avec leur propre curiosité. » Son regard était féroce, protecteur. « Je ne te laisserai pas te cacher comme si nous avions quelque chose dont nous devions avoir honte. » Il avait raison, elle le savait. Se cacher serait un aveu de culpabilité, une confirmation du scandale. Et ainsi, une semaine plus tard, elle se retrouva à sortir d'une voiture de ville noire et à entrer dans le flash aveuglant des appareils photos des paparazzi. Le gala se tenait à la National Portrait Gallery et l'entrée était un défilé de journalistes et de photographes, leurs appareils crépitants comme un essaim d'insectes en colère. La main d'Alexandre était une présence ferme et stable au creux de son dos, la guidant à travers le chaos. Il se déplaçait avec sa grâce habituelle, imperturbable, son visage un masque de froide indifférence, mais elle pouvait sentir la tension rigide dans son corps, l'énergie protectrice qui émanait de lui. Dès qu'ils entrèrent dans le vaste atrium voûté, un silence s'abattit sur la foule. C'était un changement subtil dans l'atmosphère de la pièce, une baisse dans l'océan de bavardage, mais c'était aussi perceptible qu'une chute soudaine de température. Toutes les têtes se tournèrent, tous les yeux étaient sur eux. Éléonore sentit une rougeur chaude et piquante lui monter au cou. Elle pouvait les sentir faire le calcul. Le puissant et reclus Alexandre Sterling, un homme qu'on n'avait pas vu avec une femme depuis des années, soudainement marié à la fille de son meilleur ami, une jeune fille dont ils se souvenaient tous comme d'une adolescente dégingandée lors de collectes de fonds politiques. « Respire », murmura Alexandre, sa voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. Sa main lui donna une légère pression rassurante. « Cette pièce t'appartient autant qu'à n'importe lequel d'entre eux. » Il la guida à travers la foule, une procession lente et délibérée,
Il saluait de la tête des connaissances, son expression polie mais distante, créant une bulle invisible et impénétrable autour d'eux deux. Mais les chuchotements les suivaient, insidieux et persistants, comme le bruissement de serpents dans l'herbe. La première confrontation directe vint d'une femme nommée Éléonore Vasseur. Aucune parenté, une cruelle ironie des noms, une chroniqueuse mondaine dont la plume était aussi acérée et venimeuse qu'un scalpel. Elle les coinça près du bar, son sourire un dévoilement prédateur de dents parfaitement blanches. « Alexandre, mon cher !» ronronna-t-elle, ses yeux balayant Éléonore d'un regard dédaigneux et estimateur. « Nous avons tous été si choqués d'apprendre la nouvelle. Un mariage secret ? Si peu dans tes habitudes. Et avec la petite du cher Michel en plus. Tu dois tout nous raconter. » Éléonore sentit sa colonne vertébrale se raidir. La petite. Les mots étaient une insulte délibérée et calculée. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Alexandre se plaça légèrement devant elle, un mouvement subtil de protection. « Éléonore, dit-il, sa voix aussi douce et froide que de l'acier poli. Ravi de te voir, et voici ma femme, le docteur Éléonore Dubois. » Il insista sur son titre, une réfutation calme mais ferme à la condescendance de la femme. Le sourire d'Éléonore Vasseur vacilla une fraction de seconde. « Docteur, oh comme c'est charmant, un petit passe-temps avant de se ranger, n'est-ce pas ?» La rage qui traversa Éléonore fut si chaude et si soudaine qu'elle en eut presque le vertige. Elle sortit de l'ombre protectrice d'Alexandre, son propre sourire tout aussi éclatant et prédateur que celui de la chroniqueuse. « En fait, Éléonore, dit-elle, sa voix claire et douce, c'était 3 ans avec Médecins sans frontières, principalement dans des zones de guerre actives et des zones sinistrées. Mais je suppose que d'un certain point de vue, sauver la vie d'enfant pourrait être considéré comme un charmant petit passe-temps. » Une lueur de surprise, puis de respect à contre-cœur apparut dans les yeux de la femme. Le silence qui s'était fait autour d'eux était électrique. Alexandre ne bougea pas, mais Éléonore pouvait sentir la vague de fierté pure et sans mélange émanant de lui. Il la laissait mener sa propre bataille, et il était son renfort silencieux et inébranlable. Éléonore Vasseur, réalisant qu'elle avait perdu la manche, tenta une autre approche. Son regard se posa de manière ostensible sur le ventre d'Éléonore. Elle portait une robe fluide à taille empire d'un vert émeraude profond, un choix stratégique qui ne cachait pas sa condition autant qu'il ne l'obscurcissait. « Eh bien, dit la chroniqueuse, sa voix dégoulinant d'insinuation, il est clair que vous étiez très pressé. On se demande ce qui a bien pu motiver une union si rapide. C'était le moment de vérité, la question que tout le monde dans la pièce chuchotait. Éléonore sentit la main d'Alexandre trouver la sienne, ses doigts s'entrelaçant dans les siens, une offre silencieuse de force. Elle prit une profonde inspiration. Elle pensa à ces mots. « Je ne te laisserai pas te cacher. » Elle soutint le regard malveillant d'Éléonore Vasseur sans ciller. « Quand on sait que quelque chose est juste, dit Éléonore, sa voix calme et posée, sa main venant instinctivement se poser sur celle d'Alexandre, sur son ventre, un geste qui était à la fois une confirmation et une déclaration. Il n'y a aucune raison d'attendre. Mon mari et moi n'avons jamais été aussi certains de quoi que ce soit dans nos vies. » Elle maintint le regard de la femme pendant un long moment de défi. Éléonore Vasseur, pour la première fois de la soirée, détourna les yeux. Elle offrit un sourire crispé et fragile et murmura quelque chose sur le besoin de trouver son hôte avant de se fondre à nouveau dans la foule. Dès qu'elle fut partie, Éléonore laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ses genoux semblaient faibles. « Bien joué, docteur, dit Alexandre, sa voix un murmure bas et intime. Il se pencha, ses lèvres effleurant son oreille. « Très bien joué. » Il se redressa et la regarda, et le regard dans ses yeux était d'une fierté si féroce et possessive, et d'un amour si profond que cela lui coupa le souffle. À cet instant, entourée par les chuchotements et le jugement des personnes les plus puissantes de la nation, elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité. Ils n'avaient pas seulement survécu à la première escarmouche, ils avaient gagné, et alors qu'il la menait vers la piste de danse, sa main fermement dans la sienne, elle sut qu'ils pouvaient affronter tout ce que le monde leur jetterait, tant qu'ils l'affronteraient ensemble. Les chuchotements ne s'arrêtèrent pas, mais pour la première fois, Éléonore réalisa qu'elle ne s'en souciait plus. Ce n'était que du bruit, le bavardage insignifiant d'un monde qui... La maison de Georgetown, malgré tout son confort familier, n'était pas la leur. C'était un espace emprunté, hanté par les fantômes du passé d'Éléonore et la présence silencieuse et jugeante de son père.
C'était une étape, pas un foyer. Ils le savaient tous les deux. La décision fut prise sans discussion formelle, dans un moment de compréhension calme et partagée. Un samedi après-midi vif, en se promenant dans le quartier historique de Dupont Circle, ils passèrent devant une agence immobilière. Une élégante maison en grès brun de 4 étages était en vitrine, sa façade classique encadrée par les feuilles rouges feu d'un érable mature. Éléonore s'arrêta, la tête penchée, un air songeur sur le visage. « C'est magnifique », dit-elle doucement. Alexandre suivit son regard. Il ne regarda pas la photo. Il la regarda, elle, la façon dont la lumière du soleil d'automne attrapait les reflets dorés dans ses cheveux, l'expression douce et rêveuse de ses yeux. « Entrons, dit-il. » Ce ne fut pas la maison qu'ils finirent par acheter, mais ce fut le début. Le processus de recherche de maison devint leur nouveau projet secret, une manière tangible de construire un avenir qui n'appartenait qu'à eux. Pendant des semaines, ils passèrent leur week-end à explorer les rues calmes et bordées d'arbres des quartiers les plus établis de Washington. Alexandre, le maître stratège, aborda la chose avec la même précision méticuleuse qu'une négociation diplomatique, armée de feuilles de calcul et de rapports démographiques. Mais Éléonore vit l'homme sous la méthodologie. Elle vit la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'il imaginait une chambre d'enfant dans une pièce ensoleillée, la façon dont il passait la main sur un manteau de cheminée sculpté à la main, son contact presque révérencieux, comme s'il contemplait les générations d'une famille qui avait été réchauffée par son feu. Il n'achetait pas seulement une propriété, il cherchait des fondations, un endroit où enfin poser les racines qu'il ne s'était jamais permis d'avoir. Ils la trouvèrent dans une rue calme et méconnue de Kalorama, une majestueuse demeure coloniale en briques qui avait été négligée pendant des années, mais possédait ce que l'agent immobilier appelait de bons ossements. Elle avait un grand jardin clos à l'arrière, envahi par la végétation mais plein de promesses, et une magnifique bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, n'attendant qu'à être remplie. Dès qu'Éléonore entra, elle le sentit. C'était un sentiment de paix, de possibilité. On se sentait chez soi. « C'est ici », murmura-t-elle, sa main trouvant la sienne alors qu'il se tenait dans le hall d'entrée poussiéreux et ensoleillé. Il la regarda, un lent sourire chaleureux se répandant sur son visage. « C'est ici », acquiesça-t-il. L'achat fut rapide et décisif. Alexandre s'occupa des détails avec son efficacité habituelle et redoutable, et en un mois, la maison était à eux. Les rénovations commencèrent immédiatement, une symphonie chaotique mais joyeuse de martèlements, de ponçage et de peinture. Éléonore, maintenant visiblement enceinte et sommée par son mari et son obstétricien de se ménager, passait ses après-midi sur place, un thermos de thé décaféiné à la main, dirigeant les peintres sur la nuance parfaite de gris pâle pour la chambre du bébé ou se disputant avec l'entrepreneur sur l'emplacement d'une prise. Alexandre la rejoignait à la fin de chaque journée, sa veste de costume jetée sur l'épaule, sa cravate desserrée. Il marchait sur les sols couverts de sueur, son expression un mélange de fascination et de satisfaction tranquille. C'était un homme habitué à construire des stratégies, à façonner des politiques, pas à créer un foyer. Mais il se jeta dans le processus avec une passion inattendue. Il passa des heures à rechercher les systèmes de sécurité domestique les plus avancés, mais il passa aussi des heures chez les antiquaires à la recherche du parfait fauteuil en cuir usé pour la bibliothèque. Un soir, Éléonore le trouva seul au milieu de ce qui serait la chambre du bébé. Les murs venaient d'être peints d'un gris argenté doux et serein. Le soleil de fin d'après-midi entrait à flot par la grande baie vitrée, illuminant les grains de poussière dansant dans l'air. Il tenait une petite boîte blanche, plate et discrète dans ses mains, la retournant encore et encore. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, venant se tenir à ses côtés. « C'est un babyphone, dit-il, sa voix un murmure bas presque émerveillé. Le dernier modèle, flux audio et vidéo cryptés, vision nocturne, capteur de température, alerte de respiration et de mouvement envoyés directement sur mon téléphone. » Il récita les caractéristiques comme s'il lisait un manuel technique, mais ses yeux étaient fixés sur le simple appareil en plastique dans ses mains. « On dirait quelque chose que tu utiliserais dans un site secret de la CIA, » le taquina-t-elle gentiment. Il ne sourit pas. Il regarda la boîte, puis elle, et ses yeux étaient remplis d'une vulnérabilité brute et terrifiante qu'elle n'avait pas vue depuis la nuit où il avait avoué ses peurs dans sa chambre d'enfant. « Je veux juste la garder en sécurité, » dit-il, sa voix épaisse d'une émotion si puissante qu'elle semblait vibrer dans l'air entre eux.
Là » demanda Éléonore, un doux sourire touchant ses lèvres. « Tu es si sûre que c'est une fille ?»« Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, » murmura-t-il, son regard se posant sur son ventre arrondi. « Elle aura tes yeux, et ton refus obstiné de ne jamais faire ce qu'on te dit. » Elle rit, un son chaud et heureux qui résonna dans la pièce vide. « Et elle aura ton sens de l'honneur, et tes exigences ridiculement élevées en matière d'équipement de surveillance électronique. » Il sourit enfin, un vrai sourire sans fard qui illumina tout son visage. Il posa soigneusement la boîte sur le rebord de la fenêtre et l'attira à lui, ses grandes mains chaudes se posant sur son ventre. Il resta là un long moment, les yeux fermés, simplement à sentir. Elle sentit un minuscule coup de pied flottant contre sa paume. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, écarquillés de choc et d'émerveillement. « C'était quoi ça ?» souffla-t-il. « Ça, dit-elle, ses propres yeux s'emplissant de larmes. « C'était ta fille qui te dit bonjour. » Il laissa échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Il baissa la tête, pressant son front contre le sien, ses mains berçant toujours son ventre, comme s'il contenait le trésor le plus précieux et le plus fragile de l'univers. « Bonjour, » murmura-t-il au bébé, sa voix épaisse d'un amour si profond, si absolu, qu'il coupa le souffle d'Éléonore. Dans cette pièce calme, poussiéreuse et ensoleillée, entourée par la promesse de la vie qu'il construisait, Éléonore comprit. C'était ça, les fondations. Pas la brique et le mortier de la maison, mais ceci, ce moment, cet homme qui avait affronté des seigneurs de guerre et négocié avec des tyrans, mis à genoux par le battement d'une vie qu'il avait aidé à créer. Les murmures de Washington, le fantôme de la désapprobation de son père, le scandale de leur début, tout s'évanouissait dans le néant. Tout ce qui comptait était le poids stable et rassurant de ses mains sur elle, et la promesse silencieuse et incassable de la famille qu'ils devenaient. La maison devint leur monde, une ruche bourdonnante de créations qui les isolait du jugement silencieux de la résidence de Georgetown. Ils emménagèrent avant qu'elle ne soit terminée, campant dans leur chambre fraîchement peinte au milieu d'un paysage de bâches et de cartons non déballés. C'était comme une aventure de pionniers, eux deux construisant un avant-poste bien à eux au milieu d'un monde civilisé qui ne les acceptait pas tout à fait. Le chaos était joyeux, la poussière un signe tangible de progrès. C'était à eux. Michel Dubois était une absence notable dans ce nouveau monde. Il ne rendait pas visite. Quand Éléonore l'appelait pour l'inviter à dîner, il avait toujours une excuse plausible, sénatoriale, un vote tardif, un dîner avec des électeurs, un briefing de politique étrangère. Les refus étaient polis, mais c'étaient des refus néanmoins, chacun une petite pointe de chagrin aigu dans le cœur d'Éléonore. Il avait donné sa bénédiction à contre-cœur, mais il gardait ses distances, une protestation silencieuse qu'elle ressentait chaque jour qui passait. Alexandre n'insista jamais sur le sujet. Il comprenait, mieux qu'elle, la fierté profonde et blessée de l'homme qu'il avait appelé son ami pendant 3 décennies. « Il a besoin de temps, Léo, » disait-il, sa main trouvant la sienne, une offre silencieuse de soutien. « Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui, d'apprendre à voir le monde différemment. » La percée, quand elle arriva, ne fut orchestrée par aucun d'entre eux. Ce fut une question de nécessité médicale. Éléonore était enceinte de 7 mois, se sentant grosse et maladroite mais rayonnante de santé, quand elle se réveilla au milieu de la nuit avec une crampe aiguë et terrifiante. Elle fut suivie d'une autre, et d'une autre, trop tôt, trop forte. La panique, froide et immédiate, la saisit. Alexandre fut réveillé en un instant. Sa transformation de mari endormi en commandant décidait une chose fluide, à couper le souffle. En quelques minutes, il l'avait dans la voiture, un sac d'hôpital préemballé dans le coffre qu'il avait assemblé des semaines auparavant et roulé à travers les rues désertes de Washington, les jointures blanches sur le volant, son visage un masque pâle et sombre de terreur. Le diagnostic à l'hôpital fut un soulagement et un avertissement. Travail prématuré provoqué par le stress et le surmenage. Ils avaient réussi à arrêter les contractions, mais le médecin fut ferme. Repos complet au lit, pour les 8 prochaines semaines, sans exception. Allongée dans la chambre d'hôpital stérile et silencieuse, regardant le goutte à goutte lent et rythmé de la perfusion dans son bras, Éléonore sentit une vague de désespoir l'envahir. Leur nouvelle maison, leur sanctuaire, était un chantier. Ce n'était pas un endroit pour une femme au repos strict. « On se débrouillera », dit Alexandre, sa voix un grondement bas et rassurant alors qu'il était assis à côté de son lit, lui tenant la main. « J'engagerai une infirmière à plein temps. Nous reporterons le reste des rénovations. »
Il était déjà en mode résolution de problèmes logistiques, mais elle pouvait voir la peur qui persistait encore dans ses yeux. La quasi-catastrophe l'avait ébranlée jusqu'au plus profond de son être. Elle était sur le point de protester lorsque la porte de sa chambre d'hôpital s'ouvrit. Le sénateur Michel Dubois se tenait dans l'embrasure, son costume froissé, ses cheveux en désordre. Il semblait avoir conduit jusqu'ici à une vitesse folle, son propre sang-froid soigneusement entretenu brisé en éclats. Ses yeux écarquillés d'une peur qu'elle n'avait pas vue en eux depuis que sa mère avait été malade des années auparavant, la trouvèrent dans le lit. « Léo » souffla-t-il, le nom une prière de soulagement. Il s'approcha du lit, son regard passant une fraction de seconde sur Alexandre, un regard qui n'était plus en colère mais simplement las. Il prit la main libre d'Éléonore, sa propre grande main chaude tremblant légèrement. « Le médecin m'a appelé, dit-il, la voix rauque. « Est-ce que le bébé… » « Nous allons bien, papa, dit-elle, sa propre voix épaisse de larmes. « Juste une frayeur, ils ont arrêté le travail. » Il ferma les yeux, un frisson parcourant sa puissante charpente. Il leva sa main et déposa un baiser sur ses jointures, un geste d'amour paternel profond qui brisa les dernières traces de son propre sang-froid. Elle se mit à pleurer, des larmes silencieuses et soulagées coulant sur son visage. Il resta 1 heure, assis de l'autre côté de son lit, créant un triangle tacite avec Alexandre. La tension entre les 2 hommes était toujours là, mais elle était différente maintenant. Elle avait été éclipsée par une terreur plus grande et partagée. Ils n'étaient tout plus des rivaux. Ils n'étaient que 2 hommes qui aimaient la même femme, qui venèrent de se rappeler à quel point elle et la nouvelle vie qu'elle portait étaient vraiment fragiles. Quand il fut temps de partir, Michel sortit dans le couloir avec Alexandre. Éléonore les regarda s'éloigner, le cœur battant. « Elle ne peut pas retourner dans cette maison », dit Michel, sa voix un ordre bas et non négociable. « Pas dans son état actuel. »« J'en suis conscient », répondit Alexandre, sa propre voix tendue par l'épuisement et la peur résiduelle. « Je prendrai des dispositions dans un hôtel. Le Four Seasons a des suites avec un soutien médical complet. » Michel laissa échapper un long et lourd soupir. Il regarda l'homme devant lui, l'homme qui était à la fois son plus vieil ami et la source de sa plus profonde déception. Il vit la peur authentique et déchirante dans les yeux d'Alexandre, l'amour profond et la protection qui émanaient de lui par vagues. Et à ce moment-là, le dernier de sa colère, le dernier de sa fierté blessée, se dissolvit enfin, complètement. « Ne sois pas idiot, Alexandre, » dit le sénateur, la voix rauque. « Elle ne va pas à l'hôtel, vous rentrez tous les 2 à la maison. » Il posa une main lourde sur l'épaule d'Alexandre, un geste de concession, de pardon, de reddition. « Ma petite fille, » ajouta-t-il, sa voix se brisant légèrement, va naître dans sa propre maison, entourée de sa famille, même si cette famille est un désordre compliqué et exaspérant. Alexandre le fixa sans voix. Il ne put cocher la tête, un seul mouvement brusque du menton, une vague de soulagement si profonde qu'elle faillit lui faire plier les genoux. Quand Alexandre revint seul dans la chambre, Éléonore scruta son visage, sa propre expression anxieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Alexandre s'approcha de son chevet et lui prit la main. Il la porta à ses lèvres, ses propres yeux brillants d'une émotion qu'il n'essaya pas de cacher. Il a dit, commença-t-il, sa voix épaisse d'une gratitude si profonde qu'elle était presque révérencieuse, qu'il est temps pour nous de rentrer à la maison. Et Éléonore sut, avec une certitude qui emplit son cœur à ras-bord, qu'il ne parlait plus de la maison de son enfance. Il parlait de famille. Le rameau d'olivier avait été tendu. La dernière et plus importante frontière avait enfin, miséricordieusement, été franchie. Retourner à la maison de Georgetown fut comme entrer dans une réalité différente. La demeure qui avait autrefois semblé être un musée des griefs passés, supervisé par le jugement silencieux de son père, se transforma maintenant en un sanctuaire d'anticipation calme et concentrée. Le sénateur s'étant rendu le fit complètement. Il n'était plus un fantôme dans sa propre maison. Il devint une présence constante et rassurante. La maison, autrefois silencieuse et tendue, était maintenant remplie du murmure feutré d'une famille, trouvant son nouveau rythme. Le monde d'Éléonore se réduisit aux confins de sa chambre d'enfance ensoleillée, mais cela ne ressemblait pas à une prison. C'était devenu le centre calme et immobile de leur univers. Ses journées suivaient une routine paisible et monotone. Les matinées étaient consacrées à la lecture tranquille, sa main reposant sur les mouvements doux et ondulants du bébé en elle. Les après-midi étaient pour de longues conversations décousues avec Alexandre,
qui avait, à l'étonnement de tout le département d'État, officiellement prolongé son congé pour une durée indéterminée. Il installa un bureau temporaire dans le petit salon attenant à sa chambre, la porte toujours ouverte. Il restait assis pendant des heures, un ordinateur portable sur les genoux, un téléphone collé à l'oreille, sa voix un grondement bas et autoritaire alors qu'il remodelait la politique étrangère depuis un fauteuil moelleux. Mais son attention n'était jamais entièrement sur son travail. Son regard dérivait constamment vers elle, une vérification silencieuse et répétée, son expression un mélange d'amour profond et d'une énergie vigilante et nerveuse. Son père les rejoignait le soir. Il lui apportait un verre de thé glacé, ses mouvements encore un peu raides, un peu formels, mais la colère avait disparu, remplacée par une douceur paternelle hésitante. Tous les trois s'asseyaient ensemble, alors que la lumière du soir s'estompait, le silence entre les deux hommes n'étant plus un gouffre, mais un espace partagé et confortable. Ils parlèrent des nouvelles du jour, leur conversation tissant une nouvelle sorte d'histoire entre eux. Pendant ce temps calme et suspendu, Éléonore regarda les deux hommes les plus importants de sa vie apprendre à naviguer dans leur nouvelle réalité. Elle vit les changements subtils dans leur dynamique, la façon dont son père demandait l'avis d'Alexandre sur un projet de loi, une déférence discrète à l'expertise de son gendre. La façon dont Alexandre servait un scotch à son père à la fin d'une longue journée, un geste silencieux de respect, de camaraderie. Ils reconstruisaient leur amitié, non pas comme elle avait été, mais comme quelque chose de nouveau, quelque chose forgé dans le creuset de leur amour partagé pour elle et pour le petit enfant qui allait arriver. Un samedi après-midi pluvieux, Éléonore était calée dans son lit, triant une montagne de vêtements pour bébé qu'ils avaient commandés en ligne. Alexandre était assis sur une chaise à côté du lit, lisant ostensiblement une biographie politique dense, mais elle savait qu'il la regardait. « C'est ridicule, » dit-elle, tenant une petite robe rose ridiculement froufroutante. « Ce sera un bébé, pas une débutante. »« C'est une Sterling !» contra Alexandre, une pointe de sourire dans la voix alors qu'il tournait une page. « Et une Dubois. J'imagine qu'un certain standing vestimentaire sera attendu. » Éléonore lui lança un minuscule chausson en tricot. Il l'attrapa sans effort, sans lever les yeux de son livre. « Tu es impossible. »« On me l'a déjà dit, » murmura-t-il. La porte de la chambre s'ouvrit et son père apparut, portant un grand livre poussiéreux relié en cuir. C'était un vieil album photo. « La gouvernante a trouvé ça dans le grenier, » dit-il, la voix un peu bourrue, comme s'il était gêné par la sentimentalité du geste. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être le voir. » Il posa le lourd album sur le lit et s'assit sur le bord, laissant un espace prudent entre lui et Alexandre. Ensemble, tous les trois commencèrent à tourner les pages épaisses et jaunies. C'était une histoire de la vie d'Éléonore en images. Un bébé potelé et chauve, une bambine aux dents de lait sur un tricycle, une préadolescente dégingandée et maladroite en costume de récital de danse. Son père pointait une photo, un lent sourire nostalgique se répandant sur son visage. « Tu étais si têtu, » disait-il, tapotant une photo d'une Éléonore de 5 ans, les bras croisés, refusant de sourire pour l'appareil. Même à l'époque. Alexandre écoutait, son expression d'une fascination calme et intense. Il ne voyait pas seulement des images, il absorbait l'histoire de la femme qu'il aimait, comblant les chapitres de sa vie qu'il avait manqués. Ils tournèrent une page, et une photographie glissée librement entre les autres s'envola. Alexandre la ramassa. C'était un polaroïd délavé d'un été lointain. Un Michel Dubois beaucoup plus jeune se tenait avec le bras passé sur les épaules d'un bel homme aux cheveux noirs d'une vingtaine d'années. Le jeune homme souriait, une expression rare, sans phare et joyeuse sur son visage. C'était Alexandre. « Mon Dieu !» souffla Alexandre, fixant l'image du jeune homme qu'il avait été. « J'avais oublié ça, la fête d'anniversaire de tes parents, en 1998. » Éléonore lui prit la photo. Elle fixa le jeune homme souriant et insouciant sur l'image. C'était un aperçu d'une version d'Alexandre qu'elle n'avait jamais connue, une version qui existait avant que le poids du monde ne se pose sur ses épaules. « Tu étais heureux, » dit-elle doucement. Il la regarda, puis la photo, son regard contenant un univers d'histoire inexprimée. « J'étais jeune, » dit-il simplement. Michel Dubois s'éclaircit la gorge. Il regarda la photo, puis eux deux. L'homme que son ami était devenu et la femme que sa fille était maintenant. « Il a toujours été trop sérieux pour son propre bien, » dit le sénateur, sa voix rauque d'une vieille affection.
Il regarda directement Alexandre. « Tu sais, tu as plus souri ces 2 derniers mois que pendant les 20 dernières années. » L'aveu si simple et si profond resta en suspens dans l'air. C'était une reconnaissance, une acceptation, une reddition finale et complète à la nouvelle forme de leur famille. Alexandre regarda Éléonore, son beau visage radieux, sa main reposant sur le gonflement de leur enfant, et un lent sourire sincère se répandit sur son visage. « Je suppose, dit-il, ses yeux ne la quittant jamais, que j'ai enfin une raison de le faire. » Il tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaçant dans les siens. De l'autre côté du lit, la main de son père vint se poser doucement sur son épaule. Et là, dans l'après-midi calme et pluvieux, entourée par les fantômes de son passé et la promesse de leur avenir, Éléonore ressentit un sentiment de paix si profond, si complet, que cela ressemblait à un retour à la maison. La longue et tranquille attente était presque terminée. Ils étaient prêts. Ils étaient une famille. La fin, quand elle arriva, ne fut pas une course effrénée au milieu de la nuit, mais une progression calme et inexorable qui commença un mardi matin paisible. Cela commença par une douleur sourde et persistante dans le bas du dos d'Éléonore, une sensation qu'elle ignora d'abord. Mais lorsque la douleur commença à se rassembler en vagues rythmiques et contractantes, elle sut. Elle regarda Alexandre, qui était assis de l'autre côté de la pièce, au téléphone avec un diplomate étranger, et dit simplement « C'est le moment ». La transformation en lui fut instantanée. La voix froide et contrôlée négociant la politique internationale disparut. « Je dois vous rappeler, dit-il, le téléphone tombant bruyamment sur son socle. Il fut à ses côtés en 1 seconde, son visage un masque d'inquiétude contrôlé et concentré. Contraction? À quel intervalle? Son calme, cependant, n'était qu'un mince vernis sur un puits profond de panique. Éléonore le vit dans la façon dont ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il l'aidait à se lever, dans la vitesse presque comique avec laquelle il localisa le sac d'hôpital qui était assis près de la porte depuis 2 mois, dans la façon dont il vérifia 2 et 3 fois qu'il avait les clés de la voiture qu'il tenait déjà dans sa main. Son père apparut dans l'embrasure de la porte, son propre visage pâle. « Est-ce que... »« C'est ça », confirma Éléonore, réussissant un faible sourire alors qu'une contraction resserrait son emprise autour d'elle. Elle se pencha contre Alexandre, son front reposant contre sa poitrine solide, respirant à travers la vague de pression. Ses bras l'entourèrent d'une force stable et rassurante. « Tu vas y arriver, Léo, » murmura-t-il dans ses cheveux. « On va y arriver. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut flou. Alexandre conduisait avec une concentration féroce et ciblée, sa main ne quittant jamais son genou, une pression constante et rassurante. Il navigua dans le trafic de DC avec une efficacité impitoyable qui écarta les voies, sa progression sans entrave comme si la seule force de sa volonté pouvait plier le monde à ses besoins. Le travail fut long, 12 heures d'intensité croissante et décroissante, d'épuisement et d'adrénaline, de douleurs si profondes qu'elles semblaient éclipser le monde. Et à travers tout cela, Alexandre fut son ancre. Il n'était plus le puissant envoyé du gouvernement ou l'homme d'honneur tourmenté par ses choix. Il était simplement un homme complètement et entièrement dévoué à la femme qu'il aimait. Il lui tenait la main, sa propre prise un témoignage de force quand la sienne faiblissait. Il lui murmurait des mots d'encouragement à l'oreille, sa voix un grondement bas et constant qui perçait le brouillard de sa douleur. Il essuyait la sueur de son front avec un linge frais, son contact infiniment doux. Il respirait avec elle à chaque contraction, son corps un bouclier, sa présence une promesse constante et inébranlable, tu n'es pas seul. Dans les derniers moments exténuants, quand la douleur était une force brute et élémentaire, et que sa propre force était presque épuisée, elle le regarda. Son visage était marqué par l'épuisement, et une peur si profonde qu'elle reflétait la sienne. Mais ses yeux, quand ils croisèrent les siens, étaient remplis d'un amour si féroce, si absolu, qu'il lui donna le dernier sursaut de force dont elle avait besoin. Et puis, le monde bascula. La douleur s'estompa, remplacée par un son. Un cri faible, flûté, mais étonnamment puissant qui déchira l'air stérile de la salle d'accouchement. Une vague d'émotion si écrasante qu'elle ressembla à un coup physique déferla sur Éléonore. Elle retomba contre les oreillers, son corps tremblant d'épuisement et d'une joie si pure qu'elle était presque insupportable. À travers un flou de larmes heureuses, elle vit l'infirmière envelopper un petit paquet gigotant dans une couverture. « C'est une fille », annonça le médecin, sa voix chaleureuse. Alexandre fit un son,
un sanglot étranglé et guttural de pur soulagement et d'émerveillement. Il ne bougea pas pendant un long moment, son regard fixé sur la minuscule créature qui criait maintenant de toute la force de ses poumons sains, comme pour annoncer son arrivée indignée dans le monde. Lorsque l'infirmière déposa doucement le bébé dans les bras tendus d'Alexandre, il se figea. Il la tint d'abord avec raideur, ses grandes mains capables paraissant incroyablement maladroites, alors qu'elle berçait le paquet incroyablement petit. Ses yeux, écarquillés d'une admiration stupéfaite et respectueuse, parcoururent chaque détail de son minuscule visage rouge et furieux. Les poings miniatures et serrés. La touffe de cheveux noirs, une parfaite miniature des siens. « Salut, petite !» murmura-t-il, sa voix se brisant épaisse d'une émotion qu'il ne tenta aucunement de cacher. « Je suis ton papa. » Comme en reconnaissance de sa voix, les pleurs du bébé s'apaisèrent en un doux gémissement. Ses minuscules yeux non focalisés s'ouvrirent en flottant. Ils étaient d'un gris orageux profond, tout comme les siens. Il leva les yeux du bébé vers Éléonore, et l'expression sur son visage était d'une transformation si complète, si totale, qu'elle resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Les dernières ombres, les derniers vestiges de culpabilité et de conflit avaient été complètement consumés. À leur place se trouvait une lumière si vive, un amour si profond, qu'il semblait rayonner de lui. « Merci, dit-il. » Sa voix un murmure brut et brisé alors qu'il amenait soigneusement le bébé au lit pour qu'Éléonore puisse la toucher. « Léo, merci. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa propre voix épaisse de larmes, alors que son doigt traçait la douce courbe de la joue de sa fille. « Pour ça, dit-il, son regard se déplaçant entre sa femme et sa fille. « Pour m'avoir donné ça, pour m'avoir sauvé. »« Je pense que c'est toi qui as fait le sauvetage, » murmura-t-elle, ses yeux rivés dans les siens. Il secoua lentement la tête, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. « Je suis entré dans ta vie pour te protéger d'une tempête, » dit-il, sa voix brute de la vérité de sa confession finale. « Mais toi, c'est toi qui m'as réappris à vivre. » Elle tendit la main et essuya la larme de sa joue avec son pouce. « Comment devrions-nous l'appeler » demanda-t-elle, sa voix douce dans la pièce, soudainement paisible. Alexandre baissa les yeux sur le visage minuscule et parfait de sa fille, blotti contre sa mère. « Hélène, » dit-il, sa voix ferme d'une certitude soudaine et absolue. « Cela signifie lumière. » Il regarda Éléonore, ses yeux brillants. « Parce que c'est ce qu'elle est, ce que vous êtes toutes les deux. Vous êtes ma lumière. » Éléonore répéta le nom, le goûtant sur sa langue. « Hélène Sterling, c'est parfait. » Plus tard, après qu'Hélène eut été emmenée à la nurserie et qu'Éléonore dérivait dans une brume chaude et épuisée, elle vit son père se tenir dans l'embrasure de la porte. Il avait attendu dans le couloir tout ce temps. Il s'approcha lentement d'Alexandre, qui se tenait toujours près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville mais ne voyant rien. Le sénateur posa une main lourde sur l'épaule d'Alexandre. « Félicitations, mon garçon, » dit-il, sa propre voix épaisse d'émotion. Alexandre se retourna, et les deux hommes, les deux amis, le père et le grand-père se regardèrent. Il n'y avait plus besoin de mots, d'excuses, d'explications. Tout ce qui devait être dit était dans leur regard partagé. Ils étaient, enfin et complètement, une famille. Et dans l'espace calme et sacré de cette chambre d'hôpital, un nouveau chapitre, baigné dans la lumière douce et pleine d'espoir d'une nouvelle vie, venait de commencer. Le premier jour de la vie d'Hélène fut vécu dans une brume douce et surréaliste d'émerveillement silencieux. Le monde extérieur aux murs feutrés et climatisés de la maternité de l'hôpital cessa d'exister. Leur univers se réduisit aux dimensions de la petite chambre privée, un espace sacré qui sentait la poudre pour bébé, l'antiseptique et l'odeur profonde, presque tangible, d'un amour nouveau. Éléonore dérivait dans un sommeil léger et réparateur, son corps endolori mais son cœur si plein qu'il semblait flotter. Chaque fois qu'elle se réveillait, la première chose qu'elle voyait était Alexandre. Il n'avait pas quitté le fauteuil inconfortable à son chevet, pas même un instant. Il avait enlevé sa veste de costume et retroussé les manches de sa chemise blanche impeccable, mais il avait toujours l'air incroyablement élégant, un contraste saisissant et beau avec l'environnement stérile et institutionnel. Il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés par la fatigue, mais ils brillaient d'une lumière vive, vigilante et totalement captivée. C'était un homme transformé, refait. Lorsque l'infirmière amena Hélène pour sa première vraie tétée, c'est Alexandre qui la prit, ses mouvements n'étant plus maladroits, mais remplis d'une confiance nouvelle et innée. Il la berça contre sa poitrine,
sa grande main étendue de manière possessive sur son petit dos, et l'amena à Éléonore. « Regarde-la, murmura-t-il, sa voix un chuchotement bas et respectueux. « C'est un miracle. » Éléonore guida le bébé à son sein. Une vague d'amour féroce et primal si intense qu'elle lui coupa le souffle. Hélène prit le sein avec une force surprenante, sa petite bouche travaillant, ses yeux gris orageux, un miroir parfait de ceux de son père, fixés sur le visage d'Éléonore. Tous les trois formaient un circuit fermé de connexion, un monde parfait et autonome. « Tu sais ce qu'il y a de mieux ?» dit Éléonore, sa propre voix épaisse de larmes non versées alors qu'elle levait les yeux vers Alexandre qui les regardait, son expression d'une admiration pure et sans mélange. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, son regard ne quittant pas la vue de sa fille dans les bras de sa mère. « C'est de te voir comme ça, murmura-t-elle, si entier, si complètement à nous, comme si c'était depuis toujours ton destin. » Un rire grave, rauque et profondément ému gronda dans sa poitrine. Il tendit la main, son doigt caressant doucement les cheveux duveteux d'Hélène. « J'ai passé 45 ans de ma vie à penser que mon destin était d'être seul, » avoua-t-il, sa voix brute d'une vérité qu'il n'avait jamais prononcée à haute voix auparavant. « J'ai construit des murs si hauts que je ne pensais pas que quoi que ce soit pourrait jamais les franchir. » Il leva son regard pour croiser le sien, et ses yeux brillaient d'un amour si profond que cela ressemblait à une force physique dans la pièce. « Je n'ai jamais imaginé qu'avec toi, avec elle, je ne ferais pas seulement partie de quelque chose. Je serais enfin complet. » La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et Michel Dubois se tenait là, tenant une seule et parfaite rose blanche. Il s'arrêta dans l'embrasure, ses propres yeux contemplant la scène devant lui. Sa fille, radieuse même dans son épuisement, allaitant son nouveau-né, et l'homme qu'il avait cru perdre en tant qu'ami montant la garde sur eux deux, son visage une toile d'amour pure et sans phare. Il s'éclaircit la gorge, sa propre voix épaisse d'émotion. « J'ai pensé qu'elle aimerait peut-être sa première fleur, » dit-il, sa rudesse un fin voile sur son cœur débordant. Il s'approcha du lit et posa doucement la rose à côté de l'oreiller d'Éléonore. Il baissa les yeux sur sa petite fille, sa première petite fille, et un lent sourire émerveillé se répandit sur son visage. « Elle te ressemble, Léo, » dit-il doucement. Puis il regarda la touffe de cheveux noirs. « Mais elle a son front têtu. » Il tendit une grande main burinée, son doigt touchant doucement le petit poing serré d'Hélène. Ses doigts se refermèrent immédiatement, instinctivement autour du sien. Le souffle du sénateur se bloqua, et une seule larme s'échappa de son œil, traçant un chemin à travers les rides de fatigue de son visage. Alexandre se plaça à ses côtés, posant une main sur l'épaule de son ami. Les deux hommes restèrent là un long moment silencieux, épaule contre épaule, grands-pères d'armes, leur histoire de plusieurs décennies et leur conflit récent et douloureux, se dissolvant tous dans le miracle profond et simple de la nouvelle vie devant eux. Plus tard dans la journée, alors qu'Éléonore et Hélène dormaient paisiblement, Alexandre s'assit enfin, l'épuisement des 36 dernières heures s'abattant sur lui. Son téléphone vibra, un message de son bureau. Il l'ignora. Une autre vibration, d'un collègue. Il l'ignora aussi. Son ancienne vie, le monde du pouvoir, de la politique et des secrets, semblait un rêve lointain et à moitié oublié. Il n'avait plus de pouvoir sur lui. Il regarda sa femme, son visage doux et paisible dans son sommeil. Il regarda le berceau en plastique transparent à côté de son lit, où sa fille reposait, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier et miraculeux. 6 mois plus tôt, Éléonore Dubois avait été une responsabilité, un devoir qu'il avait entrepris par sens de l'honneur. Maintenant, elle était sa femme, la mère de son enfant, la femme qui avait à elle seule démantelé ses défenses et reconstruit son monde. Elle était l'architecte de son salut. Il tendit la main et prit doucement celle d'Éléonore, entrelaçant ses doigts dans les siens même pendant son sommeil. Il appuya sa tête contre le fauteuil, ses yeux se fermant, un lent sourire sincère touchant ses lèvres. Il ne fuyait plus son passé, ni ne se préparait pour l'avenir. Il était, pour la première fois de sa vie entière et compliquée, parfaitement, complètement et profondément présent. Et il savait, avec une certitude absolue qui s'installa au plus profond de son âme, que ce n'était que le premier jour du reste de sa vie. 3 jours plus tard, ils quittèrent l'hôpital, non pas comme 2 individus liés par un contrat, mais comme une famille. Le Washington, D.C., qui les accueillit, était vif, lumineux
et animés par l'énergie indifférente d'une ville qui ne s'était pas arrêtée pour leur miracle personnel. Mais pour eux, le monde entier avait été refait. Alexandre portait Hélène dans son siège auto, avec le soin respectueux et concentré d'un homme, manipulant un trésor inestimable et irremplaçable. Chaque mouvement était délibéré, doux, son corps un bouclier constant et protecteur autour du petit paquet. Éléonore marchait à ses côtés, ses pas encore un peu lents, son corps encore en convalescence, mais son visage était lumineux, rempli d'une joie profonde et tranquille. Alors qu'il lui tenait la portière de la voiture, leurs regards se croisèrent par-dessus le siège auto et une compréhension silencieuse et parfaite passa entre eux. Ils avaient réussi. Ils rentraient à la maison. Le trajet jusqu'à la maison de Kalorama était différent de tous les autres. Il n'y avait pas de tension, pas d'incertitude. Le silence dans la voiture n'était pas un vide, mais un espace chaud et confortable, rempli de la respiration douce et reniflante du bébé endormi sur la banquette arrière. Alexandre conduisait avec une prudence presque comique, sa vitesse bien en dessous de la limite, ses mains stables sur le volant. Il n'était plus un homme courant contre le temps ou fuyant son passé. Il était un père, ramenant sa famille à la maison. Alors qu'il s'arrêtait devant la maison, Éléonore vit que la voiture de son père était garée dans l'allée. Une grande bannière, légèrement ostentatoire, était suspendue au-dessus de la porte d'entrée. Ses lettres peintes à la main proclamant « Bienvenue à la maison Hélène ». Éléonore rit, un son de pur délice sans mélange. « Il n'est pas très subtil, n'est-ce pas ?»« Non » dit Alexandre, un sourire chaleureux et affectueux sur le visage, alors qu'il coupait le moteur. « Il ne l'est pas. » Michel Dubois les attendait juste à l'intérieur de la porte, son propre visage rayonnant d'une fierté de grand-père qui semblait avoir effacé les dernières traces de sa gravité sénatoriale. Il ne tourna pas autour d'eux. Il prit simplement les manteaux, leur indiqua le salon où un feu crépitait dans l'âtre, et leur demanda s'ils avaient besoin de quelque chose. C'était une nouvelle dynamique, celle d'un soutien discret et respectueux. Ils passèrent la première semaine dans une bulle de bonheur et de manque de sommeil. Le monde se réduisit au rythme de leur fille nouveau-née. Tété, sommeil, change, et de longues heures tranquilles où Éléonore et Alexandre s'asseyaient simplement sur le canapé, Hélène dormant paisiblement sur l'une de leurs poitrines et la regardait, fascinée. Ils parlaient à voix basse, leur conversation une tapisserie d'émerveillements partagés et de négociations domestiques tranquilles. Un soir, environ une semaine après leur retour, Éléonore descendit et trouva Alexandre debout dans sa bibliothèque. La pièce était son sanctuaire, les murs tapissés des livres et des souvenirs de sa longue et illustre carrière. Un feu crépitait dans la cheminée, jetant une lueur chaude et dansante sur la pièce. Il ne lisait pas. Il se tenait devant un petit espace vide sur une étagère, tenant un unique petit cadre photo en argent. « Que fais-tu » demanda-t-elle doucement depuis le seuil. Il leva les yeux, et l'amour dans son regard était si puissant qu'il lui coupa le souffle. « Je fais un changement », dit-il. Il désigna les objets sur les étagères, une distinction d'un président, une photo encadrée de lui avec un dirigeant mondial, un lourd stylo orné utilisé pour signer un traité historique. Tout ça, c'était ma vie d'avant. C'était important. C'était tout. Il brandit alors le cadre en argent. À l'intérieur, il avait placé une photo qu'il avait prise avec son téléphone à l'hôpital juste la veille. C'était une photo d'Éléonore, endormie dans le lit d'hôpital, son visage doux et paisible, avec Hélène blottie sur sa poitrine, un petit paquet parfait. Il retira soigneusement une photo encadrée de lui serrant la main d'un premier ministre étranger et plaça la nouvelle photo à sa place, juste au centre de l'étagère, à hauteur des yeux. C'était un acte simple et profond de redéfinition des priorités. « Et ça, dit-il, la voix épaisse d'émotion en se retournant vers elle, c'est ma vie maintenant. C'est la seule chose qui ait jamais vraiment compté. » Il traversa la pièce et la prit dans ses bras, son étreinte chaude, forte et heureusement familière. Il la serra juste un long moment, son menton reposant sur le sommet de sa tête, tous deux se balançant légèrement à la lueur du feu. « Regrettes-tu quoi que ce soit ?» demanda-t-il, sa voix un murmure grave contre ses cheveux. « Le chaos, la peur, la façon dont nous avons commencé ?» Elle pencha la tête en arrière pour le regarder, sa main se posant sur sa joue, la légère rugosité de sa barbe du soir, une texture réconfortante et intime. Elle plongea son regard dans ses yeux gris orageux, les yeux de l'homme qui avait été son sauveur, son geôlier, son adversaire, son amant, son mari, et maintenant le père de son enfant.
Elle y vit son monde entier reflété. « Jamais », murmura-t-elle, sa voix remplie d'une certitude absolue et inébranlable. Parce que chaque route brisée, chaque mauvais virage, chaque moment terrifiant, tout m'a mené ici. Elle fit une pause, son pouce caressant sa joue. « À toi, à nous. » Il baissa la tête et l'embrassa. C'était un baiser différent de tous ceux qu'ils avaient partagés auparavant. Il ne contenait aucune de la fin désespérée de leur première reddition, aucune de la tendre révérence de leur nouveau départ. Ce baiser était quelque chose de plus profond, de plus calme, de plus profond. C'était un baiser de gratitude, d'histoire partagée et d'un avenir qui s'étendait devant eux, lumineux et plein de promesses. C'était un baiser qui avait le goût de la maison. Quand ils se séparèrent, ils entendirent un léger cri provenant du babyphone sur la table. Un sourire complice et partagé passa entre eux. Il lui prit la main, ses doigts s'entrelaçant dans les siens, et ensemble, ils se retournèrent et sortirent de la bibliothèque, laissant les fantômes de son passé derrière eux à la lueur du feu, et montèrent pour commencer le reste de leur vie. Des cendres d'une ville en ruine, un contrat né du désespoir avait fleuri en un amour qui avait défié toutes les frontières, d'âge, de devoir, d'honneur. C'était un amour qui avait été éprouvé par le feu et qui en était sorti non seulement intact, mais plus fort, plus pur et plus réel que tout ce que l'un ou l'autre avait jamais connu. La tempête était passée, la famille avait commencé, et ils étaient, enfin, et complètement chez eux.